Chers collègues, je vous propose que nous commencions. Donc je vais... Prenez place. Je vais juste ouvrir cette réunion publique. Je remercie tout d'abord Monsieur Salem, donc, qui a accepté d'être et de modérer cette réunion publique. Donc il s'agit d'une réunion publique. La décision a été prise tardivement, vendredi dernier, lorsque nous avons constaté que les listes étaient recevables. Donc de faire, c'est une première dans notre université, une réunion publique avec les têtes de liste pour le conseil d'administration. Nous avons proposé ça à l'ensemble des listes. Les organisations syndicales n'ont pas jugé ou n'ont pas souhaité participer à cette réunion. Donc je vais lire le mail qui m'a été transmis ainsi qu'à Marlène Barbotin, donc de l'intersyndicale. Donc Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale des Services, suite à la réunion du vendredi 31 janvier 2020 après-midi, concernant l'organisation d'une réunion publique, le mercredi 5 février 2020, les 4 listes syndicales candidates BIATS vous font part de leur décision de ne pas y participer. En effet, il nous paraît inopportun de mêler à la même tribune des représentants de listes politiques et des représentants syndicaux de listes de personnel BIATS. Notre rôle n'est pas de porter un programme politique, mais de défendre des valeurs en tant que partenaires sociaux représentants des BIATS. Donc cette chose étant dite, donc nous avons toutes les têtes de liste pour le conseil d'administration. Donc ils vont répondre. On part du principe que tout le monde a lu les professions de foi. Il s'agit donc de répondre pour eux à des questions qui viendraient de la salle. Ça, c'est la première étape. Ce qui a été convenu aussi, mais nous en reparlerons, c'est qu'entre, je veux dire, le vote des conseils qui a lieu la semaine prochaine et l'élection pour le président, puisque ce sera un président, une table très masculine, il y aura là le débat plus traditionnel entre ce que je vais appeler les deux tours. Voilà, je vous laisse la parole. Très bien, merci. Juste pour vous dire qu'il est 10h12 à peu près, on a jusqu'à midi. Donc le principe il est simple, une question de préférence assez courte et de préférence générale pour que chaque candidat puisse y répondre, et ensuite on prendra question par question et donc réponse par réponse. Pour que je puisse vous voir et vous donner la parole, il faut vraiment faire suffisamment, lever le bras assez haut. Je vois qu'on est quand même assez éparpillés, on aurait été peut-être un peu mieux regroupés. En tout cas, on va essayer de s'organiser. Voilà, je vais vous présenter, on attend les chevalets, donc il va y avoir des chevalets pour reconnaître les personnes, mais je vais quand même les présenter de gauche à droite par rapport à moi. Ils auront ensuite 2 minutes chacun pour présenter leur activité et leur candidature. Donc, de gauche à droite, Monsieur Laurent Coste, Monsieur Lionel Larrey, Monsieur Patrick Baudry, Monsieur Adrien Bourg, Monsieur Benoît Padilla, Monsieur William Boulard et Monsieur Jean Lutz. Je vais commencer justement par donner la parole à Monsieur Laurent Coste pour qu'il puisse se présenter 2 minutes et on fera le même exercice pour chacun. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Laurent Coste, j'ai 58 ans, je suis professeur d'histoire moderne dans cet établissement depuis 2006, directeur adjoint du Centre d'études des mondes modernes et contemporains, élu au comité technique depuis 2018. Et je conduis la liste Ensemble pour le corps enseignant OCA. Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Je suis Lionel Larrey, je suis américaniste dans le civil, directeur d'une UFR. Je conduis la liste Montaigne autrement. Et je regrette déjà que cette table soit en effet très très masculine. Mais puisque j'en fais partie, je le regrette et je passe le micro à mon voisin. Patrick Baudry, sociologue, anthropologue de formation, tête de liste pour les listes Montaigne en partage, professeur ici à Bordeaux-Montaigne depuis 1995
et actuellement directeur de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. Bonjour à tous, moi je m'appelle Adrien Bourg, je suis un ancien étudiant d'histoire et de lettres de la bibliothèque. Je travaille depuis 10 ans à la bibliothèque La Grande BU du campus. Et je suis tête de liste pour le CA, pour les BIAT. Alors sans étiquette syndicale, nous avons choisi de présenter des listes communes avec le groupe Ensemble. Voilà. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Benoît Padilla, je suis étudiant en deuxième année de licence d'histoire. Je suis tête de liste pour la liste étudiante Réunion Montaigne. Et j'espère que cette réunion va bien se passer. Et je vous souhaite à tous une bonne réunion. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis William Boulard, étudiant en M1 du Master Commerce International pour les pays émergents et je suis en fin de mandat pour la Commission de la formation et de la vie universitaire ici à l'université. Bonjour, je m'appelle Jean Lutz, je suis en L2 de philo. Et donc je suis tête de liste au CA pour les élections étudiantes sur la liste étudiante en lutte qui est donc soutenue par 11e thèse dont je fais partie, qui est une association nouvelle sur la fac et solidaire étudiant sur Bordeaux-Montaigne. Voilà. Très bien, et pour être complet, je suis Walid Salem, je suis journaliste pour E89 Bordeaux, je ne suis pas candidat, donc je suis juste là pour vous passer la parole et faire ce qu'on appelle être le monsieur loyal, c'est-à-dire permettre à chacun d'avoir un temps de parole égal à son voisin, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on peut déjà prendre une question? Est-ce que parmi l'Assemblée, voilà, il y a une question ici, s'il vous plaît, ici. Voilà, remettez le bras en l'air. Bonjour à tous. Alors, une petite question un peu large et un peu en rapport avec l'actualité actuelle. Comment se positionnent vos listes par rapport à toutes les réformes qui vont arriver avec la LPPR et aux transformations que le gouvernement envisage pour l'enseignement supérieur et l'université en particulier, vu que Montaigne va être assez impactée? Voilà. On va commencer de gauche à droite, comme on l'a fait pour la présentation. Oui. Alors d'abord, je dirais, il faut être très attentif. Nous sommes dans une université de lettres, donc les mots ont un sens. Il ne s'agit pas pour l'instant d'une loi. Pour l'instant, il s'agit de rapports qui créent un état d'esprit pour préparer une loi. Donc déjà, nous n'en sommes pas au statut de la loi. Mais bien évidemment, nous avons, la plupart d'entre nous, lu les rapports qui ont été présentés. Alors qu'est-ce que l'on peut dire en ce qui nous concerne? C'est que nous avons affaire à des rapports rédigés par des chercheurs, des enseignants-chercheurs, ou même des parlementaires, qui sont les représentants plutôt des sciences dures, plutôt de grandes universités, de grands pôles universitaires très en pointe, je dirais, dans la recherche internationale, et donc qui ont plutôt rédigé ce rapport dans leur propre perspective. Ce qui fait que, notamment, les lettres et sciences humaines peuvent apparaître légitimement à beaucoup d'entre nous comme les parents pauvres. Donc notre travail, si vous voulez, en quelque sorte, à notre modeste niveau d'une université, c'est d'une part peut-être de nous emparer des thématiques qui ont été abordées dans ces rapports, nous réunir, faire des contre-propositions, montrer que les lettres et sciences humaines ont quelque chose d'important à apporter pour notre pays. Deuxième élément, c'est soutenir, comme cela a déjà été fait, les différentes motions qui ont été votées par différents laboratoires des universités pour amener, je dirais, nos autorités de tutelle à réfléchir, à prendre en compte les inquiétudes, les propositions venant de la base avant de préparer le projet de loi proprement dit. Voilà ce que nous pouvons faire, ce que nous pensons pouvoir faire en ce qui nous concerne. Voilà. Merci. Monsieur Larry. Oui, merci. Alors, nous nous opposons très très fermement à ce projet de loi et à la philosophie qui l'inspire.
Effectivement, je suis d'accord avec ce qu'a dit mon collègue sur le fait que c'est un rapport sur un projet de loi qui est fait, qui cherche à imposer un modèle qui ne nous correspond pas et qui cherche à imposer ce modèle sur toutes les disciplines et tous les établissements universitaires. C'est pas la première fois que ça arrive. Nous pouvons encore lutter contre ce projet de loi, puisque ce n'est pas encore une loi, et donc il faut se mobiliser contre ce projet de LPPR. L'idéologie qui sous-tend ce projet de loi est une idéologie néolibérale, et nous pensons très très clairement que cela ne peut pas s'appliquer à ce qu'est une université, à ce que sont nos formations, à ce qu'est notre recherche. On nous dit que c'est une idéologie darwinienne. Alors il se trouve que Darwin doit se retourner dans sa tombe en entendant cela, puisque Darwin a mis plus de 20 ans pour publier les résultats de sa recherche. Si c'est ça une recherche darwinienne, alors là, d'accord. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que l'on entend ce terme-là dans la voix de ceux qui défendent cette vision darwinienne de la recherche et de l'université en général. Donc, il faut nous mobiliser tant que c'est encore temps. Si jamais cette loi passe, ce qui n'est pas encore fait, et nous avons encore les moyens d'agir contre, eh bien là, il faudra, comme pour tout autre texte ministériel et législatif, s'accorder toute la souplesse nécessaire pour l'interpréter. C'est-à-dire que très souvent, nous avons tendance parfois à interpréter de façon trop contrainte les directions ministérielles. Nous ne sommes pas obligés de les interpréter de façon aussi contrainte. Très souvent, elles permettent une certaine souplesse et une marge de manœuvre. Dans ce projet, par exemple, il y a la possibilité, mais non l'obligation, de créer des CDI sur 5 ou 7 ans pour mission. Nous nous inscrivons très clairement contre ce système de recrutement. Voilà. Et nous souhaitons que le recrutement, par exemple, des enseignants-chercheurs après qualification nationale soit maintenu. Mais là aussi, la loi, si elle passe telle que le rapport le fait pressentir, ne va pas obliger les universités, va donner la possibilité aux universités de recruter sans passer par le CNU, mais ça n'est qu'une possibilité et on peut ne pas se saisir de cette possibilité. Ce sera la position de Montaigne autrement. Monsieur Baudry. Merci. Alors pour Montaigne en partage, les choses sont très simples. Cette loi, ce projet de loi est inacceptable. Ce ne sont pas simplement les détails de cette loi qui pourraient mécontenter, c'est l'esprit contre lequel nous sommes. Vous voyez ? C'est-à-dire l'esprit qui légitime quoi ? Qui légitime une dérégulation globale de nos métiers, une mise à mal de nos manières de les exercer, une mise en danger de nos statuts. Vous voyez ? Donc ces menaces-là, il est évident que nous les avons bien en tête et les membres impliqués pour les élections au Conseil pour Montaigne en partage sont mobilisés contre cette réforme. Par ailleurs, si celle-ci venait à passer, il est bien clair que nous ne serions pas tenus de tout appliquer de manière servile et docile, et que nous verrions de quelle façon, en effet, nous pouvons contourner cette loi. Mais j'entends bien insister sur l'extraordinaire danger de ce qu'elle représente, l'esprit qui l'anime, pas simplement les détails qui la constituent bout à bout, l'esprit dans sa globalité, qui généralise au profit, dit-on, d'une amélioration d'un fonctionnement de nos dispositifs, au profit, dit-on, d'une meilleure visibilité, d'une plus grande performance, qui légitime et va dans le sens d'une précarisation généralisée, d'un inconfort dont les BIATS seront victimes, dont les enseignants-chercheurs seront également victimes, et les victimes aussi, ce seront les étudiants.
Oui, alors, merci de poser cette question, parce que c'est justement un des sujets que je voulais aborder, et je l'aborde en tant que BIATS, donc pas avec la même approche que mes voisins de gauche pour vous. Et je l'aborde aussi en tant que doctorant, puisque j'ai oublié de le dire, mais je suis aussi en thèse d'histoire contemporaine, mais là je suis devant vous à titre de BIATS. Mais bon, le fait d'être doctorant, dans les 2 dernières semaines, j'ai eu 3 présentations de ce soi-disant projet de loi. Dans les 3 présentations qui m'ont été faites, le point de départ, c'était qu'il fallait s'y opposer, de façon ferme, massive, franche, etc. Les 3 personnes qui m'ont présenté ce projet de loi, dans des cadres institutionnels, c'était une AG de laboratoire de recherche ici, une journée de déontologie pour les doctorants, et nous avons eu une tribune d'un maître de conférence en histoire qui est venu au début de la journée de déontologie pour dire qu'il fallait absolument se soulever contre cette loi. Et dans un amphithéâtre de l'université, par un doctorant en philosophie, et aucune des 3 personnes n'avait lu les rapports provisoires. C'est-à-dire que les choses qui ont été dites sur la base de compte rendu de ces rapports. Donc, je suis désolé, je suis un peu tendu en vous disant ça, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que la manière dont se passent les choses à l'université, la politisation extrême de notre université, qui devrait être un lieu de débat serein et de réflexion posée et de rigueur intellectuelle, conduit à ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on vous demande de vous soulever contre quelque chose qui est juste un ensemble de rapports provisoires pour un projet de loi, et on arrive à soulever tout le monde comme ça, sans que personne n'ait lu, ou que très peu de monde n'ait lu les rapports. Alors, j'ai lu en partie ces rapports, et d'autres personnes de mon groupe les ont lus en entier, on les a un petit peu travaillés, ce qui explique la position modérée de Laurent Coste, c'est que quand on lit ces rapports, on se rend compte que non seulement ils disent exactement l'inverse de ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire qu'il faut investir massivement dans la recherche, ils demandent d'augmenter les budgets de la recherche, ils demandent de résoudre le problème, ce sont des enseignants-chercheurs, des professeurs, des maîtres de conférences qu'ils ont écrits, donc il y a des gens des sciences dures, mais ce ne sont pas des monstres, quoi, ce sont des gens qui sont dans les mêmes métiers que nous, quoi. Et ils demandent de résoudre la question de la précarité pour les entrées en carrière des doctorants, des jeunes chercheurs, etc. Enfin, des choses qu'on a envie d'entendre, quoi. Et sans même les avoir lues, on vous demande de s'y opposer. Alors je vous demande une chose, tous autant que vous êtes dans la salle, lisez ces rapports, lisez-les, et faites-vous votre avis avant d'écouter ce qu'on va vous présenter par le filtre du militantisme syndical, etc. Et moi, mon engagement, si je me présente en tant que BIATS, ça ne m'enchante pas du tout de faire cette démarche, ça me prend du temps, c'est fatigant, j'ai envie qu'on sorte de cette politisation excessive de l'université qui conduit à des prises de position irrationnelles. Et il y a tout un tas de raisons à cela, il y a toute une histoire que je ne vais pas vous raconter parce que la réponse n'en finirait plus. Mais ma volonté, c'est qu'on arrive à sortir de cette politisation excessive de notre université, qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus raisonnable, posé, rationnel, où on se parle paisiblement, où les positions ne sont pas immédiatement braquées, etc. Voilà. C'est le sens de notre engagement, de mon engagement, de l'engagement de notre liste. Et voilà, s'il vous plaît, entendez ça, quoi. Et pour la personne qui a posé la question, je vous invite vraiment à aller lire ces rapports, ils sont sur Internet, ils font 60, 80 et 160 pages, c'est pas inaccessible, quoi, et ça vaut vraiment la peine s'ils sont très intéressants, quoi. Et après, on peut discuter dessus, il y a des choses qui conviennent pas, on peut en débattre, mais il faut aller lire les textes, quoi. Voilà. Monsieur Benoît Padilla. Donc sur la question de ce rapport et de ce projet de loi, notre liste donc, étudiante est dans l'ensemble majoritairement opposée à ce projet. Nous pensons que cette volonté de libéralisation de la recherche, même si elle préconise et met en avant le besoin de l'augmentation du budget de la recherche, ne doit pas se faire au détriment des enseignants-chercheurs, notamment avec une possible logique de précarisation du statut de maître de conférence qui serait amené à disparaître.
Et nous pensons également que ce sujet n'appartient pas uniquement aux enseignants-chercheurs et que nous, étudiants, nous devons nous en emparer et nous devons, comme dit précédemment, non pas uniquement écouter des avis préconstruits, mais bien aller étudier ces différents rapports pour se faire nos propres opinions. Et nous pensons que les étudiants doivent s'emparer de la question et se mobiliser par voie de pétition ou par la voie du débat, car nous pensons que l'enseignement et la recherche, ce projet de loi qui vise à le restructurer, va dans un premier temps être subi par les étudiants. Merci. Les chevaliers sont arrivés, mais je continue quand même les présentations. J'imagine que ceux qui sont derrière n'arrivent pas à lire les noms. Donc, William Boulard. Oui, alors tout d'abord, pardon, je voudrais m'excuser parce que dans notre présentation préliminaire, j'ai habilement omis de préciser que j'étais candidat au CA pour la liste BM, étudiant Bordeaux-Montaigne. Vraiment désolé. Et sinon, par rapport à la question qui a été posée, de notre côté, ce qui nous semble vraiment nécessaire, c'est que les étudiants qui sont aujourd'hui en licence ou en master et qui tendent à se professionnaliser vers la recherche ou l'enseignement et la recherche doivent en fait avoir une garantie de liberté de recherche, comment dirais-je, qui soit sauvegardée. Et donc, de ce principe-là, ce qui est sûr, c'est que la mise en concurrence qui pourrait avoir lieu par une surexploitation, par exemple, du système d'appel à projets pour le financement des différents contrats doctoraux qui pourraient exister, qui peut potentiellement être mis en place par cette loi LPPR. Nous n'y sommes pas favorables du tout, dans la mesure où en fait on créerait ainsi de la concurrence au sein même de nos établissements au niveau du recrutement des étudiants qui auraient en fait pour projet tout simplement de continuer ce travail que bon nombre d'entre vous ici font actuellement et de pouvoir en fait continuer ce qui soit est commencé ou alors en fait perdre une certaine partie de diversité de la recherche. Merci, monsieur Gérard Lutz. Concernant la liste étudiantes en lutte, nous sommes tout d'abord opposés totalement à l'ensemble de ces réformes. On a parlé pour l'instant que de la LPPR, qui va détruire le statut de maître de conférence, mais on est opposé également à l'ensemble des réformes qui touchent l'université, à savoir la réforme du CAPES, mais même en remontant à plus loin, à la sélection qui s'est instaurée de plus en plus durement, de plus en plus sélectivement depuis plusieurs années, mais l'année dernière avec la hausse des frais d'inscription, avec l'arrêté licence et d'autres lois, notamment pour les étudiants étrangers. Et donc nous, on est opposés à toutes ces réformes, mais en sachant que la liste étudiantes en lutte est une liste sur laquelle les étudiants sont des étudiants mobilisés depuis le 5 décembre contre la réforme des retraites. Et en général, l'année dernière, on a été mobilisés contre la hausse des frais d'inscription durant le mouvement des Gilets jaunes et sur les autres mouvements sociaux qu'on a pu connaître ces dernières années. Et il ne me semble pas que combattre ces lois et combattre ces réformes se fera uniquement sur un terrain institutionnel ou législatif, mais bien dans un rapport de force avec ceux qui instaurent ces lois et ces réformes, qui sont le gouvernement, Macron et son gouvernement dans son ensemble, qui mènent une politique néolibérale. Et monsieur, si vous ne voulez pas de débat, je parle à monsieur Le Biat, si vous ne voulez pas de débat politique, je pense que ça va être un problème parce que les réformes qui sont en train d'être mises en place sont des réformes très dures, néolibérales, qui ne nous promettent qu'un avenir de précarité à nous tous, travailleurs de l'université, enseignants, BIAT et étudiants, mais en général un avenir de précarité pour toute la société quand on voit que depuis le 5 décembre, des travailleurs sont en grève reconductible
contre une réforme des retraites qui ne nous promet qu'un marché du travail sur lequel il y a 20% de chômage pour la jeunesse et en fait que des jobs précaires où quand on sait qu'à l'université, il y a un étudiant sur deux qui travaille pour étudier à côté, qu'il y a un étudiant sur 5 qui tente de se suicider. Et si, monsieur, vous voulez un débat serein sur ces bases-là, dans lequel même pas on consulte les étudiants mobilisés ou les étudiants en général, je pense que c'est un réel problème. Et pour finir, la liste étudiante en lutte est contre toutes ces réformes dans l'intérêt de la majorité des étudiants, c'est-à-dire aussi des classes populaires et de ceux qui sont exclus de l'université, à savoir les enfants d'ouvriers, les enfants issus de banlieues et en général voilà, des classes populaires. Merci. Je rappelle quand même que c'est une réunion publique. Vous êtes censé répondre aux questions. Je ne crois pas que ce soit un débat. Je rappelle aussi, comme l'a dit Madame la Présidente, que la raison de cette réunion, c'est de répondre aux questions de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a une deuxième question? La première est souvent difficile, mais la deuxième devrait l'être un peu moins. Visiblement, je me trompe. Ici, il y a deux questions. Pardon, il y a la dame là-bas qui a levé le bras le premier, et je reviendrai vers vous, madame, tout à l'heure. Ah, il faut vraiment lever le bras très très haut, parce que... Bon, bonjour. J'ai noté. Pardon. Je suis Inès Dagrassa-Gaspard, alors doctorante au département, dans le laboratoire à Méribert, enseignante à terre au département d'espagnol et représentante des doctorants au conseil de l'école doctorale. Alors, nous vous avons transmis aux têtes de liste le lundi, oui voilà, il y a 2 jours, un message que nous avons aussi transmis aux doctorants concernant un vote de l'ACR, de la commission recherche, qui a été voté début décembre et qui impacte grandement la sélection aux contrats doctoraux. Voilà. Alors, sur ces bases-là, sur la base des résultats de ce vote et plus après la position prise par le conseil de l'école doctorale, vous, quelle est votre politique, quelle serait votre politique de financement des doctorants et donc d'évitement de la précarité doctorante dans une question plus large? C'est une question qui s'adresse à tout le monde. On va refaire un petit peu le même tour. À vous, Monsieur Coste. Alors, dans votre question, il y a 2 aspects. Un que je ne vais tout de suite, je dirais, négliger, mais il est important, nous aurons l'occasion d'y revenir, c'est celui du financement en général, parce qu'il est beaucoup plus global par rapport à l'université, notamment vis-à-vis de ses doctorants. Question plus précise, effectivement, vous avez écrit concernant donc la position donc, de l'école doctorale du mois de janvier, qui faisait suite au vote, n'est-ce pas, de la commission recherche du mois de décembre, hein, qui, par 7 voix contre 12, avait donc décidé donc, une modification. Alors je dirais, j'ai participé, non pas à la commission recherche, mais au conseil de l'école doctorale, en tant que directeur adjoint, avec un certain nombre de mes collègues qui sont ici présents. Et bien je dirais, je n'ai pas l'habitude, si vous voulez, de changer de position selon les assemblées devant lesquelles je n'ai pas l'habitude de changer de position selon les assemblées où je me trouve. J'ai pris une décision avec mes collègues. La décision a été mûrie. Nous avons réfléchi pendant 2 heures. Les débats ont été, je ne dirais pas animés, mais enfin, étaient sérieux. Certaines d'entre nous ont revu leur position en voyant le côté positif. C'est-à-dire le fait que nous allons nous engager vis-à-vis de la région à financer la moitié d'un contrat doctoral. Et de ce fait, nous avons considéré qu'en acceptant cette perspective, nous avions la possibilité d'octroyer, d'aider davantage d'étudiants doctorants. Alors bien évidemment, si je prends l'exemple qui a été évoqué, puisque nous avons à peu près 13 contrats, il y a 6 projets régions. Donc si les 6 projets régions sont retenus, ça veut dire que nous financerons 6 demi-contrats, soit l'équivalent de 3 contrats entiers. Nous en enlevons donc 3. Il reste 10 pour ce qu'on peut appeler des projets personnels ou des projets d'équipe. Mais globalement, nous passerions donc de 13 à 16. Voilà. Donc voilà, j'ai voté en conscience, après long débat, cette perspective.
Il me semble qu'un grand nombre de directeurs qui étaient présents l'ont fait, certains d'ailleurs qui n'avaient pas forcément la même position en entrant dans la salle de réunion, et je reste donc sur cette position. Voilà. Très bien, Monsieur Larrey. Alors, je vais rapidement passer la parole à Nathalie Jaec, qui est notre candidate à la vice-présidence à la commission recherche. Juste pour introduire le temps qu'elle monte. On a répondu à votre question. Et effectivement, il s'agit tout d'abord sur cette question-là d'un problème de méthodologie. C'est-à-dire que l'école doctorale n'a pas été assez consultée sur ce sujet. Et ça, c'est un véritable problème. C'est-à-dire que l'école doctorale aurait dû jouer pleinement le rôle qui est le sien en concertation avec la CR. Je laisse Nathalie poursuivre. Merci. Merci beaucoup, chère Inès, pour cette question. Alors, j'étais aussi... je suis Nathalie Jaec et je suis candidate avec Lionel Larrey sur la liste Montaigne Autrement pour la vice-présidence de la commission recherche. Alors, j'étais effectivement présente à ce conseil. Pour clarifier peut-être pour la salle, à mon sens en tout cas, la décision qui a été prise lors de ce conseil est que nous accepterions d'auditionner les candidats à partir d'un projet région, exactement au même titre que tous les autres candidats. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas à quel niveau le mettre. Donc que nous auditionnerions tous ces candidats au même titre que tous les autres candidats aux candidats doctoraux sur projet individuel et tels qu'ils auraient été sélectionnés par les équipes. Donc nous ne nous sommes absolument pas engagés lors de ce conseil, en tout cas ce n'est pas le vote ce n'est pas le résultat de ce vote. Nous nous sommes engagés sur une proposition faite par moi-même d'ailleurs et soutenue par Béatrice Collignon à ce que la méthode de sélection lors du contrat doctoral soit exactement la même et qu'à ces candidats soit donnée exactement la même chance qu'aux autres, mais pas plus. Voilà. Et en tout cas, moi-même et Bordeaux-Montaigne restons absolument sur cette position. Je ne me rends pas bien compte combien ça fait, 2 ou 3 minutes, je crois que j'ai encore un petit moment. Cette décision vient sur la sollicitation de Sandro Landi à la direction de l'école doctorale qui nous alertait sur un vote à la commission recherche qui effectivement prévoyait, je cite le compte-rendu, de réserver certains contrats pour les doctorants sur contrats régionaux. Nous nous sommes opposés, et notre liste, Montaigne Autrement, continue à s'opposer à cette réserve. Ça nous semble être une très bonne décision. Au-delà de cette bonne décision, il reste encore tout un tas de questions qui se posent. Des questions qui sont d'ordre général, qui sont d'ordre philosophique, peut-on dire, sur ce que nous voulons faire de ces 13 contrats doctoraux uniques, peu de contrats, 13, qui sont réservés. Donc, une discussion de cet ordre-là, qu'est-ce que ça va faire si, dans ce pool, on réserve des contrats sur contrat région, ou en tout cas, on les autorise à prendre beaucoup de place, y compris dans le processus de sélection, et puis aussi, toute une série de questions pratiques sur combien les équipes, c'est peut-être un peu technique pour les gens qui ne sont pas habitués, mais le conseil de l'école doctorale sélectionne les contrats doctoraux, combien les équipes pourront-elles en envoyer ? Est-ce que tous les gens qui auraient sollicité un contrat sur contrat région pourraient être auditionnés ? Bref, pour résumer, je suis très heureuse que le conseil doctoral se soit exprimé pour que ces contrats-là ne soient pas réservés, pour que ces candidats soient traités exactement de la même manière, mais c'est simplement le début de la réflexion et il y a, à mon sens, au conseil de l'école doctorale, qui est l'organisme habilité pour ça, et ensuite, comme lieu de débat à l'ACR, toute une réflexion qui est à mener à la fois sur le plan philosophique et pratique pour cette question-là. Voilà, merci Lionel de m'avoir laissé la parole. Merci Madame Jaec. Monsieur Baudry. Alors, je ne connais pas toute l'histoire, parce que je n'ai pas participé à ces discussions, mais je vais vous dire mon sentiment, c'est très simple. On a 13 contrats doctoraux. C'est pas suffisant. On aimerait qu'il y en ait davantage. Première chose. Et Montaigne en Partage veut se mobiliser pour obtenir des contrats doctoraux supplémentaires. Depuis ma place, je réfléchis les choses ainsi. Je me dis, avec la région, on peut obtenir en plus de ces
13 contrats doctoraux, d'autres contrats doctoraux. Donc pourquoi utiliser les cartouches qui sont les nôtres pour générer des contrats doctoraux qui seraient donnés par la région? Actuellement, les règles sont celles-ci. Pour un postdoc, en effet, il faut financer à 50%. On ne l'obtient pas s'il n'y a pas un financement à 50%. Pour l'instant, ça peut venir. Il n'y a pas de demande explicite de la région d'un cofinancement des contrats doctoraux. Du reste, il n'est pas obligé que ces contrats doctoraux soient financés à 50%, ils pourraient l'être seulement, par exemple, à 10 ou 20%. Donc de ma place, si vous voulez, voyant les choses ainsi, je me dis qu'il ne fallait peut-être pas aller dans ce sens-là. Par ailleurs, ça me fait penser à une chose qui a déjà été dite, c'est la question, en effet, de la discussion, de la concertation et de la co-construction de la décision. Sur des sujets aussi importants, il me semble très important, en effet, que l'école doctorale, en l'occurrence le directeur de l'école doctorale, soit associé à la décision qui est prise dans le cadre de la commission de la recherche. Et d'une certaine façon, c'est ce que nous voulons privilégier ici, mais dans d'autres domaines, et j'allais dire dans tous les domaines, c'est qu'il y ait une fluidité de l'information, un véritable partage de cette information pour qu'on comprenne le sens des décisions qui sont prises. Il peut arriver, ça c'est autre chose, qu'une équipe présidentielle veuille défendre, et elle est aussi dans son rôle, une politique d'établissement. Mais alors, il faut que cette politique d'établissement soit présentée, soit explicitée, puis discutée et enfin validée. Merci. Monsieur Bourg. Alors là, je serais tenté de Rapprochez le répondre. micro, s'il vous plaît. Rapprochez le micro parce qu'on m'a dit qu'on n'entendait pas plus haut. Je serais tenté de répondre comme doctorant, mais je vais essayer de répondre comme BIAT. En tant que BIAT, si je fais partie du service public, si nous faisons partie du service public, c'est pour être au service des personnes que nous servons. Et il y a des missions du service public qui sont définies par la loi. Et les missions du service public de l'enseignement supérieur, parmi ces 6 missions qui sont définies donc dans le Code de l'éducation, il y a l'insertion professionnelle des étudiants. En gros, l'idée, c'est quand même que les étudiants qui viennent à l'université sortent de là avec des possibilités d'insertion professionnelle sérieuses. Et là, je vais rejoindre, il va peut-être être surpris, mais je vais rejoindre mon voisin tout au bout à gauche. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait qu'il y a une situation qui est absolument inadmissible, qui est qu'il y a un échec dans notre université et des abandons et des personnes qui sortent de là avec des diplômes et qui n'arrivent pas à trouver de travail. Il y a des échecs, enfin, cette situation qui est impossible, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une option politique, c'est le devoir que nous devrions avoir collectivement d'assurer un avenir à nos étudiants. Or, je pense que le pli qui a été pris par notre université, c'est de se positionner en une espèce de vase clos qui essaye d'assurer son renouvellement interne avec des professeurs, des enseignants-chercheurs, etc., la recherche interne, mais qui oublie qu'il faut ouvrir toutes ces possibilités aux étudiants. Et ça, je suis désolé, mais c'est peut-être un gros mot, mais c'est le monde de l'entreprise, et c'est le monde à l'extérieur de l'université. Et là, dans le cadre de ce dont nous parlons, c'est simplement la région. Donc c'est la question du cofinancement par la région de contrats doctoraux. Et rien que ça soulève des levées de boucliers en disant c'est pas de chez nous, donc méfiance, etc. Alors je suis d'accord sur le fait qu'il faut examiner les choses avec prudence, mais ça rentre dans le cadre de ce que je vous ai dit dans ma précédente réponse, c'est que la politisation excessive conduit à une espèce de vase clos et où l'université n'est plus tournée vers l'orientation professionnelle de ses étudiants, mais vers une espèce de... Voilà, on forme des militants et on forme des personnes qui sont déconnectés de la réalité du monde professionnel. Et donc il faudrait, je pense, alors en tant que BIAT, je n'ai pas tous les éléments pour le porter, mais il faudrait que nous puissions tisser des liens plus étroits avec le monde autour, le monde économique local, régional, national, etc. Il faut ces liens, quoi, pour que les étudiants aient des possibilités ensuite d'avoir du travail. Pas seulement dans l'enseignement et la recherche, puisque ça ne concerne qu'une minorité d'entre nous. Et moi, je suis un exemple de personne qui a fait ses études ici, et qui se retrouvent à travailler ici. Donc j'ai eu de la chance, mais ça c'est une minorité. Il y a plein de personnes qui sont appelées à travailler ailleurs, et il faut leur ouvrir ces possibilités. Pour l'instant, je pense que ce n'est pas vraiment fait, et avec la logique... voilà, je m'en tiens là. Merci. Monsieur Padilla. Pour cette question... qui ne s'adresse pas directement aux listes étudiantes, hein, on est d'accord. Néanmoins, elle nous concerne dans la mesure où nombre de nos chargés de TD sont des doctorants.
Nous pensons que le statut de doctorant doit être sanctuarisé, entre guillemets, dans la mesure où c'est une des interfaces pour les étudiants afin de connaître l'université, le monde de la recherche et le monde de l'enseignement. C'est donc en ce sens que le statut de doctorant doit être protégé et mis en valeur. Nous pensons également que les étudiants n'ont pas une assez bonne connaissance de ce qu'est la vie d'un doctorant, entre guillemets, de ce que ça implique dans le cadre de la vie personnelle, bien évidemment, mais aussi dans le cadre de la recherche scientifique et dans le cadre de l'enseignement. Il y a une forme d'inconnu chez certains étudiants de ce qu'est un doctorant. Pour certains, c'est juste la personne qui va s'asseoir en face de vous pendant 2 heures, vous débiter un cours et puis s'en aller en même temps que vous. Or, ce n'est pas ça. Et pour nous, il faut tisser un lien plus important entre les étudiants et les doctorants, dans la mesure où les doctorants ont ce double statut à la fois d'étudiants et d'enseignants-chercheurs, double statut qui peut poser problème dans certains cadres. J'ai, à titre personnel, ma sœur qui est doctorante en face, en droit. Je pense savoir ce que ça peut représenter qu'être doctorant. Et en effet, nous pensons qu'il faut que les étudiants aient plus connaissance de ce qu'est un doctorant et de ce que c'est que d'être doctorant. Merci, Monsieur Boulard. Oui, alors ça va un petit peu rejoindre ce que j'ai déjà dit tout à l'heure par rapport à la question précédente, en fait. C'est que notre position, et je trouve que justement, en fait, ça concerne tout à fait les listes étudiantes, car ils sont aussi amenés à siéger à la commission de la recherche. Notre position à EBM, de ce point de vue-là, c'est qu'en fait, nous sommes persuadés, et je pense qu'on n'est pas les seuls ici, que nous avons une école doctorale qui est très fonctionnelle, qui est reconnue. Et donc, de ce point de vue-là, on pense qu'elle doit avoir toutes les cartes en main pour le recrutement de ces doctorants, de ces contrats doctoraux qui doivent se faire. Alors, pour ce qui est des appels à projets région, effectivement, c'est un moyen de financement. Là-dessus, personne ne pourra dire le contraire. Néanmoins, nous pensons que ces appels à projets ne doivent pas conditionner le recrutement des futurs doctorants, en fait, qui seront amenés à être rémunérés dans le cadre de leur recherche. Tout simplement parce que, encore une fois, c'est une façon un petit peu de brider et de cadrer vraiment les champs de la recherche et donc de casser une forme de diversité qui peut se mettre dans la continuité et des études et aussi la professionnalisation, parce que nous sommes intimement convaincus que la recherche est professionnalisante, est une profession de façon générale. Donc voilà, donc de ce point de vue-là, en fait, par rapport à la décision de l'ACR, nous y sommes opposés et nous espérons que nous pourrons par la suite trouver un moyen de retravailler sur cette question-là en partenariat avec les élus, les différents élus de l'école doctorale et l'école doctorale de façon générale, afin de pouvoir proposer de nouveaux postes et un plus grand nombre de postes de contrats doctoraux, tout en garantissant le bon fonctionnement et la bonne entente avec l'école doctorale, qui est encore une fois primordiale de notre point de vue. Merci. Monsieur Lutz. Pour ceux qui viennent d'arriver, je suis tête de liste de la liste étudiante en lutte. Et nous, le modèle d'université qu'on défend, c'est celui d'une université publique. Vous avez pu entendre avant moi la défense d'un modèle d'université totalement différent. Monsieur l'a dit explicitement qu'il défend l'université qui prépare au monde du travail, au marché du travail, une université pour l'entreprise et donc qui sert les intérêts privés.
On en a la démonstration au conseil d'administration de l'université. Il y a 8 représentants privés qui sont élus, pas de manière démocratique évidemment, et qui servent les intérêts privés. Et justement, sur les offres d'appel, on y est opposé parce que ces offres d'appel, en fait, ce sont des offres d'appel pour les entreprises qui vont faire des recherches pour favoriser leurs intérêts privés pour le développement de leur entreprise, etc. Donc, premièrement, on défend une université publique qui soit ouverte à tous et que les enfants d'ouvriers, les classes populaires qui sont exclues de l'université, c'est pour ça que c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, soient accueillis à l'université et puissent avoir accès à des études supérieures, à l'habilité de faire une thèse, d'avoir un doctorat. Ensuite, si nous, on est opposés aux offres d'appel qui servent les intérêts privés, moi je dis que la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, devrait sortir un carnet de chèques et pouvoir donner plus de contrats de doctorants et également permettre de titulariser tous les enseignants, tous les personnels de l'université, ce qui permettrait de combattre la précarisation qui nous touche tous, parce que je veux dire, on parle là des contrats de doctorants, mais la précarisation des doctorants touche également les étudiants, dans le sens où c'est une précarisation des diplômes dans son ensemble et de l'université, une destruction de l'université publique dans son ensemble. Et troisièmement, sur la défense d'une université publique, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, si on peut avoir accès à l'université sans payer de frais exorbitants, sans avoir à passer par des plateformes qui sont maintenant aujourd'hui réelles, puisqu'il y a Parcoursup sur une plateforme par laquelle on doit payer parfois pour avoir accès à des formations. Et si on veut défendre cette université, il faut s'opposer à l'ensemble des réformes en fait, qu'on décrivait tout à l'heure, mais au développement de la privatisation de l'université avec le genre de financement comme les offres d'appel. Merci. Pour ceux qui viennent d'arriver, je refais un tour de table rapide, donc de gauche à droite. Monsieur Laurent Coste, liste Ensemble. Monsieur Lionel Larré, liste Montaigne Autrement. Monsieur Patrick Baudry, liste Montaigne en partage. Monsieur Adrien Bourg, liste Ensemble. Monsieur Benoît Padilla, liste Réunion. Monsieur William Boulard, liste EBM, étudiant Bordeaux-Montaigne. Et Monsieur Jean Lutz, étudiant en lutte. Il y avait une question par là, je vous donne la parole, madame. Et j'ai pas oublié, il y a encore une question derrière. Oui, je vous ai vu. Si, il vaut mieux qu'il y ait un micro pour que tout le monde puisse entendre votre question. Oui, bonjour, Elisabeth Mann, je suis vice-présidente déléguée à l'orientation et à l'insertion professionnelle et je voudrais poser la question, alors peut-être plus particulièrement quand même aux listes enseignantes, de votre position sur les questions de professionnalisation des étudiants. Ça a été un peu abordé déjà, voilà, peut-être pour laisser la place à d'autres questions, je souhaiterais que cette question ne soit posée qu'aux listes enseignantes, si c'est possible. Allez-y. Oui, alors, chers collègues, c'est un sujet assez complexe et difficile à traiter en 2-3 minutes. Mais disons qu'effectivement, notre objectif, il est de former des étudiants, de leur donner les atouts, je dirais, intellectuels, méthodologiques, pour pouvoir s'insérer dans le marché professionnel, n'est-ce pas, sur le marché du travail, de pouvoir s'adapter, compte tenu, bien sûr, de l'évolution de notre société. Nous ne travaillons pas déjà nous-mêmes comme nous le faisions il y a 20 ans, et on peut imaginer que cela va encore se transformer. Donc il faut, je dirais, à l'occasion de la mise en œuvre des prochaines maquettes, travailler cette question de la professionnalisation, des techniques, je pense notamment parce que sur un certain nombre de sujets, peut-être que certains de nos enseignements sont un peu trop théoriques. Et il faut peut-être dans les matières dites générales, histoire, philosophie, etc., peut-être trouver des éléments pour modifier nos maquettes de manière à donner un aspect plus professionnalisant, des techniques, mais qui pourront être réutilisées, je dirais, ultérieurement dans la vie professionnelle. C'est pour ça que nous considérons, pour la liste Ensemble, qu'avant de préparer
les prochaines maquettes, et justement dans cet esprit pour professionnaliser, sans forcément, pour reprendre les propos de certains à cette table, sans forcément être soumis, je dirais, au marché, n'est-ce pas, extérieur, mais il faut penser au milieu extérieur. Nous pensons qu'il faut, dans un premier temps, dans le diagnostic, associer les étudiants. Parce que très souvent, on multiplie les maquettes, on va d'une maquette à une autre, sans forcément tirer le bilan de ce qui a été fait auparavant. Et je pense qu'en dehors de nous, il peut être utile de demander à nos étudiants ce qu'ils ont pensé des maquettes qu'ils ont eues, de ce qu'ils pensent possible de faire, quitte après, bien sûr, à nous à prendre nos responsabilités et, dans la préparation de ces maquettes, d'insérer un certain nombre de modifications dans cette perspective et dans d'autres, bien évidemment. Voilà, c'est ce que je peux vous dire juste. C'est difficile en 2-3 minutes d'approfondir. Alors, récemment, il y a eu une loi de réforme de l'apprentissage. Donc ça, c'est le grand mouvement actuel, c'est le développement de l'apprentissage. Nous avons des apprentis dans notre université, mais nous pourrions en avoir davantage, y compris dans des issus de formations dites de recherche. Je rappelle que la distinction entre formation professionnalisante et de recherche ne devrait plus avoir cours, et à juste raison, puisqu'en fait, toutes nos formations sont professionnalisantes. Je finirai sur le point de la professionnalisation par la recherche, et par en fait les formations générales qui sont les nôtres. Donc l'apprentissage, c'est quelque chose qu'il faut développer, et il faut soutenir en cela, notamment notre service du CFA, qui fait un énorme travail avec très peu de personnel, et il y a un accompagnement du CFA et de la FTLV. C'est des problématiques différentes, mais là je pense en particulier au CFA. Il faut accompagner et développer ce service, surtout dans le cadre de la réforme donc récente sur la question. Ensuite, concrètement, il y a des choses qui existent déjà dans notre université, mais qui, là encore, doivent être davantage exploitées et doivent être davantage visibles. Je pense notamment à la création d'une bourse de stage qui rende visible très très clairement, de façon très limpide, tous nos partenaires, toutes les entreprises vers lesquelles nous envoyons des stagiaires, le type de stage qu'ils font, rendre accessible ce réseau très très important en taille pour notre université. L'autre réseau qu'il faut développer, qui là aussi, je sais, existe, et les collègues de la DOSIP font ce travail-là, mais doivent être accompagnés pour le développer et le rendre visible et le rendre opérationnel, c'est le réseau des anciens étudiants. Là, c'est pareil, c'est quelque chose que nous n'exploitons pas assez. Alors, on n'a peut-être pas la culture de ça. Quand on parle de réseau d'anciens étudiants, on pense à des écoles comme à Sciences Po ou à d'autres types d'écoles, mais nous pourrions nous emparer de cette possibilité de développer le réseau des anciens étudiants. Et finalement, je voulais finir par la professionnalisation, par la recherche. L'insertion professionnelle de nos étudiants, y compris donc de nos étudiants qui sont issus de formation générale ou de master recherche, est bonne. Elle est très bonne. Et donc ça, il faut le dire, le répéter à l'envi et le dire haut et fort vers la société qui nous entoure, dans notre environnement. Nos étudiants en formation générale et en master recherche développent des compétences professionnelles. Ils développent une méthodologie de travail, ils développent un esprit critique, une ouverture au monde, une adaptabilité à leur environnement. Tout ça constitue des compétences professionnelles et professionnalisantes, et il faut mettre ça en valeur. Donc il faut développer nos formations professionnalisantes, le côté professionnalisant de nos formations plus générales, et vraiment avoir une politique très proactive sur cette question-là. Merci. Monsieur Baudry ? Oui. Alors, en effet, contrairement à l'idée reçue, les universités de lettres, sciences humaines, arts, langues
ne forment pas des chômeurs ou seulement des enseignants-chercheurs. Plus de 90% dans bien des cas des étudiants trouvent en effet un emploi et absolument pas dans le cadre seul des métiers de l'enseignement ou de la recherche, les circuits académiques. Bien sûr. Mais il y a sans doute des efforts à faire. L'apprentissage a été évoqué, la formation tout au long de la vie a été évoquée, c'est très bien, mais il y a aussi, je dirais, un état d'esprit à générer, à accompagner, des services à mettre en lien autour de cette attente et de cette exigence, à la fois du côté de la DOSIP, à la fois du côté de l'école doctorale. Il y a eu des réflexions qui ont été menées sur les compétences du doctorant. De quoi est-ce que je veux parler? Je veux parler de l'ouverture de notre université sur la cité, de la rencontre avec les acteurs de la vie économique et sociale. Quand on dit l'entreprise, c'est aussi l'association culturelle, c'est bien des mondes. Et il faut avoir en tête qu'en effet, on peut proposer des compétences auprès de personnes qui sont en attente précisément des savoir-être, des savoir-faire, des savoir-penser, dirais-je, que nous développons au sein même de nos disciplines. Vous voyez, je pense que nous sommes dans une université extraordinairement plurielle. Il peut y avoir le passionné de Thucydide. Bon, c'est très bien. Voilà. Celui qui est très spécialisé dans la notion de liberté chez Malebranche. Parfait. Maintenant, on peut aussi se poser la question de savoir pourquoi est-ce que le passionné de la liberté chez Malebranche n'aurait rien à dire sur la question de la liberté aujourd'hui. Vous voyez, par exemple. Donc, ce sont souvent des questions de transposition, de traduction, pourrait-on dire, qui sont en jeu. Les enseignants-chercheurs, tous ceux qui les accompagnent, les collègues BIATS peuvent jouer un rôle très important dans cet accompagnement et de cette manière de se présenter à un marché du travail pour apporter des connaissances autres que celles seulement de l'expertise, et dirais-je, de l'expertise parfois de courte vue, d'autant plus prétentieuse, dirais-je, dans certaines circonstances, qu'elle est précisément de courte vue. Nous avons la longue durée, nous avons la grande mémoire, nous avons la responsabilité de la référence au texte. Nous ne sommes pas simplement des prononciateurs d'opinion. Nous avons cette responsabilité d'être dans cette université avec une figure forte, Montaigne, que nous partageons. Eh bien, c'est dans cet esprit, dirais-je, que nous pouvons penser cet exercice à plusieurs de la professionnalisation. Monsieur Bourg. C'était une question réservée aux... Je vois que tout le monde a pris la... D'accord, très bien. Merci. Il y avait une question qui a été demandée en haut. Oui, allez-y, madame. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Je suis personnel BIATS et je voulais changer un petit peu de sujet, un sujet un petit peu plus terre à terre, parler de l'opération campus. On sait que donc on va rentrer dans une phase de travaux et même si ça va nous gêner un certain temps, on sait très bien que c'est pour une amélioration future. Voilà. J'avais une question par rapport au fait, pour vous demander si nous serons associés, c'est-à-dire les personnes qui travaillent au quotidien dans les bureaux, à la réflexion sur les plans. Parce que c'est vrai que nous avons vu circuler des plans, plusieurs plans. Donc ensuite, nous avons choisi avec le marché voilà, certains plans. Et à quel moment allons-nous être associés, nous qui travaillons au quotidien dans les bureaux, à l'élaboration de ces plans? Et je sais que toutes les listes sont soucieuses de la qualité de vie au travail de ces agents, mais aussi la qualité de vie pour les étudiants. Et je voulais savoir quels étaient vos programmes sur ces questions-là. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? On commence par M. Coste. Avantages et inconvénients de commencer en premier. Bon, donc, chers collègues, premier élément, d'abord, je dirais, j'ai toujours en tête, et je le dis à mes étudiants, cette pensée, je dirais, de la philosophie chinoise, ce qu'on sait, savoir qu'on le sait, ce qu'on ne sait pas, savoir qu'on ne le sait pas. Donc, je n'aurai pas forcément de réponse à tout. Alors, sur cet aspect vraiment technique, effectivement, nous allons rentrer en travaux. Il y a un certain nombre de travaux prévus, bâtiment H, il y a un certain nombre d'amphis qui vont être reconfigurés. Donc, alors, bien évidemment, il est important d'associer l'ensemble de la communauté.
vous évoquez le personnel BIAT, mais je dirais aussi le personnel enseignant qui est aussi concerné par je dirais, la reconfiguration. En l'état actuel, compte tenu des dates qu'on voyait indiquer sur les travaux à mettre en œuvre à partir donc des prochaines semaines ou des prochains mois de l'année 2020, tel que c'est indiqué dans le budget initial voté, approuvé en décembre dernier, je crains fort qu'un certain nombre de plans ne soient déjà réalisés. Mais dans la mesure où il peut y avoir une marge de manœuvre, bien évidemment, nous associerons l'ensemble des personnels aux restructurations quand ce sera possible, comme je vous le dis, en fonction bien sûr des dates, mais je n'ai pas, je dirais, tous les éléments précis sur le début des travaux, même si beaucoup vont commencer ce mois-ci, d'autres un peu plus tard. Enfin, nous sommes dans une phase de travaux sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors en ce qui concerne, vous me direz, l'amélioration, c'est ça, de la condition de vie donc, des étudiants, puisque vous mêlez donc deux aspects, cela rejoint un autre problème plus général qui est celui du budget, des moyens dont nous disposons, et malheureusement, je crains fort que Madame le ministre ne fasse pas de chèques supplémentaires, mais que les prochains chèques soient plutôt ou stables, voire à la baisse. Et donc c'est pour ça que l'objectif de notre liste, si vous voulez, c'est avant de mener une action, il faut des moyens. Et donc il faut trouver des moyens supplémentaires pour notre université, pour l'enseignement, pour la recherche, pour la pédagogie, pour les étudiants. Et alors, un de nos objectifs, c'est avec la cellule juridique de l'université, puisque nos crédits, vous le savez, ne sont pas extensibles, hein, voilà, on le sait, c'est une réalité. Mais avec les services juridiques, mettre en place une structure identique, je dirais, au secours populaire, aux différentes associations qui peuvent capter des dons de particuliers, des familles d'étudiants, des anciens étudiants, des enseignants, de l'ensemble de la collectivité, de manière à pouvoir disposer de budgets d'aide plus élevés, mobilisables plus facilement, parce que souvent, pour répondre à l'urgence, il faut une réactivité. Et c'est, je dirais aussi, un moyen indirect de contraindre, d'une certaine manière, puisque l'État a financé. Parce que s'il ne veut pas aider davantage, je dirais, l'aide sociale étudiante, eh bien, comme il devra rembourser par crédit d'impôt une partie des dons, eh bien, indirectement, l'État aidera nos étudiants. Voilà ce que l'on peut faire. Et après, bien évidemment, une fois que nous aurons ces crédits, nous pourrons mener un certain nombre d'actions. Mais on ne peut pas proposer telle et telle action si on n'a pas, je dirais, les moyens à disposition. Merci, Monsieur Larrey. Et ensuite, on changera le tour pour la question suivante, le tour de parole. Donc, Monsieur Larrey, merci. Alors, c'est une question vaste, donc je vais commencer par vous renvoyer vers notamment notre volet vie universitaire sur notre programme sur le site montaigne-autrement.fr, un volet très, très large que nous avons travaillé depuis des mois, notamment en collaboration avec les étudiants, les BIAS, tous les personnels. Mais bon, je vais essayer d'être concis et de résumer tout ça de façon très concise. D'abord, la première question. Alors, ce n'est pas une question technique, c'est une question vraiment politique, puisqu'il s'agit de la concertation, de l'implication de tous les collègues et de tous les usagers concernés par, effectivement, les travaux qui vont être en cours. Alors, effectivement, malheureusement, je pense qu'un grand nombre de plans sont déjà arrêtés. En revanche, on va entrer dans le chantier dès le printemps ou l'été qui arrive. Donc, un chantier qui va notamment totalement transformer les bâtiments H et A, B, C, D, E, plus bâtiment A2, la bibliothèque, les bibliothèques, etc., etc. Cette phase de chantier va être très très compliquée, va être très difficile. Les travaux vont avoir lieu en site occupé. Les solutions, il y a des solutions pour
pour tenter de pallier les difficultés que nous allons tous rencontrer, mais il va falloir effectivement accompagner de près les collègues qui travaillent dans ces bâtiments-là pendant cette période de chantier et mettre en place j'allais dire un numéro vert, non, mais vraiment une présence qui saura répondre et trouver des solutions à tous les problèmes qui se poseront pendant cette période-là. Alors sur la vie universitaire, de façon très large, nous avons un campus qui a besoin d'animation, et d'animation plus sur une plage, une amplitude horaire plus large. Nous avons besoin d'une animation sur le campus et nous avons besoin d'un cadre de vie amélioré. Alors ça commence par exemple par un dialogue renoué et constructif avec le Crous, pour notamment parler de la restauration. La restauration est très nettement insuffisante et parfois de pauvre qualité sur notre campus. Nous devons absolument être force de proposition auprès du Crous pour trouver des solutions qui permettent aux étudiants de se restaurer normalement sans faire des lignes d'attente soviétiques et sans craindre d'être malade. L'occupation du campus, ça part aussi par l'accompagnement de la vie associative. Nous avons de très nombreuses associations étudiantes qui animent déjà le campus et qu'il faut accompagner, qu'il faut soutenir et à qui il faut permettre d'organiser tout un tas d'activités sur notre campus qui permettraient non seulement de lui redonner vie à des heures après les cours, et qui en plus permettrait d'améliorer la sécurité sur le campus, puisque un campus occupé, c'est un campus plus sûr. Tout ça, ça passe, j'essaie vraiment d'être concis, par une direction de la vie universitaire. Donc il faut recréer, je parle de recréation parce que la DIVU a existé puis a disparu, il faut remettre en place la DIVU et que la DIVU s'empare de toutes ces questions-là, et notamment en collaboration avec les étudiants et les associations de la gestion de la CEVEC, qui doit être gérée d'une façon très très précise, établie par des textes de loi, et qui notamment stipule que les étudiants doivent être partie prenante de cette gestion-là. Pour finir peut-être, mais ce n'est pas le dernier point, il y a beaucoup de points. Allez, 2 points pour finir. Nous souhaitons séparer les responsabilités culture et vie universitaire. Nous aurons un VP délégué politique culturelle, avec une politique culturelle très volontariste, et un VP délégué qualité de vie au travail et vie universitaire, parce que nous estimons que cela va ensemble. Parmi les travaux, les missions qui seront dévolues à notre délégué qualité de vie au travail et vie universitaire, il y aura la création, ou en tout cas le développement, pour être plus précis, d'un accueil dans notre université qui ne soit pas simplement un accueil directionnel, mais un accueil dont il faut faire monter en compétence les collègues qui y travaillent, et afin d'en faire un accueil social. Nous souhaitons créer un bureau d'accueil vers lequel les étudiants peuvent aller chercher non seulement des renseignements, mais des services sociaux notamment, pour améliorer cette qualité de vie des étudiants sur le campus, mais aussi finalement la qualité de vie de tout le monde. Je m'arrête là, c'est un sujet très très vaste et très très important, mais... Alors, la question portait bien sûr sur Opération Campus et les chantiers. Je demande à Alexandre Perrault de bien vouloir prendre la parole pour nous dire ce que Montaigne en partage prévoit comme type d'accompagnement dans cette période qui, c'est vrai, ne sera pas forcément très facile.
Merci Alexandre Perrault, donc candidat pour le CA. En essayant de s'en tenir à la question. L'OP Campus ne construit quasiment pas, pratiquement pas de nouveaux mètres carrés. Les nouveaux mètres carrés, on ira les chercher ailleurs, dans le cadre d'une négociation avec l'État et la région, dans le contrat de plan État-région. Pour ce qui est de l'OP Campus, hélas, comme ça a été dit, les choses sont assez largement définies. Il y aura des marges de manœuvre et puisque nous avons pris la décision, nous proposons de mettre en place un chargé de mission autour des travaux, toutes les négociations et tous les problèmes qui pourraient surgir passeront par ce chargé de mission qui sera en situation de relayer les problématiques et de faire le lien avec la DPIL et avec l'équipe politique. Sur la question des locaux étudiants, qui a été à peine abordée, elle est très importante. Là, effectivement, on aura une marge de manœuvre et il est très important que les étudiants, parce que la vitalité étudiante, et vous en avez parlé quant à son importance pour l'université, elle passe par l'appropriation des locaux et par tout ce qu'on va leur permettre de faire à travers leurs locaux. Animer la vie culturelle, participer également à la question de la restauration. Donc ça passera effectivement par cette association des étudiants à la problématique des locaux. Je ne vais pas plus loin puisque c'était le périmètre de la question qui nous était posée. Très bien, merci. Je vous donnerai la parole ensuite. Allez-y, monsieur Bourg. Alors, pour vous situer un peu d'où je vais parler, en fait, moi, je suis candidat BIATS pour le CA et hors syndicat. Les voix des BIATS au CA, à supposer que notre liste a des candidats qui soient élus, les voix des BIATS au CA sont très minoritaires, donc nos voix seront très faibles sur les grandes décisions. Par ailleurs, comme ça a été dit, sur un certain nombre de questions que vous avez posées, c'est déjà acté. Donc, voilà. Alors après, c'est sûr que moi, je suis particulièrement touché puisque je suis à la Grande BU et la Grande BU va fermer pour au moins 2 ans. Et nous allons être déménagés à un autre endroit. Alors, il y a eu des concertations, il y a des choses qui ont été actées sans trop qu'on soit informé, consulté, etc. Mais bon, moi, pour ma part personnelle, ça s'est plutôt bien passé. Il y a encore énormément de choses qui sont dans l'incertitude. Et là, ce n'est pas tellement dans les élections qui vont avoir lieu là que vous allez pouvoir trouver des réponses. Là, je vous invite à vous rapprocher des syndicats, en fait, du syndicat dont vous vous sentez le plus proche. Et dans la gestion, ça va vraiment dépendre énormément d'un service à l'autre. Donc dans la gestion courante des problèmes qu'il y aura, je pense que c'est vraiment les voix des personnes des syndicats qui seront les plus à même de porter votre voix si jamais il y a des problèmes à la présidence. Ou voilà, ce sera tout. Et par ailleurs, il y avait un deuxième volet à la question qui était sur les conditions de vie. Je ne sais pas trop quoi répondre. Pour le personnel, voilà, je pense que j'ai déjà répondu. Pour les étudiants, je ne vais pas parler à leur place, mais il me semble qu'il y a quand même un climat de tension idéologique assez fort et des violences qui nous échappent un petit peu parce qu'on n'y est pas confronté directement, mais qu'on peut en voir les traces sur nos murs ou dans certains événements qui se passent. Là, le cadre dans lequel nous débattons est organisé, il y a quelque chose de très modéré, c'est très bien. Je pense qu'il faudrait, c'est une idée que je lance un peu comme ça, mais il faudrait pour les étudiants des cadres comme ça où ils puissent avoir des occasions de débattre et où il y a des modérations qui permettent à tout le monde de s'exprimer, y compris aux avis qui, à l'heure actuelle, à l'université, dans notre université, sont proscrits, quoi. Voilà. À noter. On va quand même donner la parole aux étudiants. Monsieur Padilla. Alors, comme il a été dit à plusieurs reprises sur la question des travaux, il semble qu'il soit malheureusement trop tard pour pouvoir interférer avec l'élaboration des plans dans la mesure où ils sont déjà effectués. Néanmoins, cela soulève une problématique qui est celle de la part que peuvent jouer les BIATS, les enseignants et les étudiants dans l'élaboration de projets comme la remise à neuf de nos locaux. Je pense que ces paroles des étudiants, des BIATS et des enseignants devraient être mises en valeur au moment où le projet est à l'étude, bien évidemment.
Sur la deuxième question, qui est sur la vie étudiante, ou la vie à l'université, notre liste a développé un certain nombre de points, je vais en énumérer quelques-uns, qui pourraient permettre d'améliorer les qualités de vie dans notre université et sur notre campus. Un premier point qui a été évoqué, c'est sur la sécurisation du campus. Il paraît intolérable que des étudiants et surtout des étudiantes puissent être agressés sur le domaine universitaire et sur le domaine de l'université Bordeaux-Montaigne. En ce sens, nous pensons que une campagne d'éclairage du campus doit être approfondie. Et éclairage ne veut pas dire simplement mettre un lampadaire qui éclaire sur 3 mètres carrés. Nous pensons également que l'université se doit, par le biais d'associations, pourquoi pas, se doit de soutenir les personnes qui seraient amenées à porter plainte contre d'éventuels agresseurs. Et nous pensons également que l'université a un rôle à jouer auprès des services publics et également auprès de la presse, afin de mettre en lumière le véritable problème de la sécurité sur notre campus. De plus, pour continuer ce qui a été dit tout à l'heure sur la question du débat entre les étudiants, l'idée principale de notre liste, qui ne s'appelle pas Réunion Montaigne pour rien, c'est de mettre en place de manière permanente un lieu et un temps de débat entre les étudiants et les différents personnels. Nous pensons qu'il est dommage que les étudiants doivent attendre qu'un étudiant lyonnais s'immole par le feu pour se dire qu'il faut se réunir et envisager des actions contre la précarité étudiante. Nous pensons que le débat doit véritablement être permanent et qu'une culture du débat doit être mise en place dans notre université. En ce sens, en effet, certaines opinions ne sont pas ou peu représentées dans certaines assemblées générales, et le fait d'institutionnaliser entre guillemets un espace constant de débat pourrait permettre à chacun de venir participer à ces débats dans un cadre neutre pour que tous puissent être écoutés et entendus. Et nous pensons également qu'il ne faut pas avoir peur du débat, même s'il est contradictoire. Débattre, c'est se réunir avec des idées qui sont opposées pour au final produire quelque chose en commun, une dialectique, et parvenir, si le débat y est propice, à un consensus. Merci. Monsieur Boulard. Oui, alors tout d'abord pour ce qui est de l'OP Campus et donc du coup des travaux de rénovation et de modernisation de ce campus, les groupes de travail ou alors les réunions qui ont eu lieu en amont pour fixer tous les plans, toute l'organisation de ce chantier qui va bientôt débuter. Nous, en tant qu'étudiants, étant déjà élus, on avait eu la possibilité d'assister à certaines de ces réunions. On avait porté certaines revendications, telles que par exemple la sauvegarde et la garantie de présence de locaux associatifs qui, pour nous, sont une nécessité en fait au maintien en fait de la vie sur notre campus, parce que bon, effectivement, on parlait de qualité de vie au travail et de qualité de vie sur le campus. Ça passe par pour nous étudiants, des lieux où on peut se regrouper, où on peut se rejoindre, où on peut discuter, échanger, etc. Et où nos associations, qui sont très présentes et très dynamiques dans cette université, peuvent se réunir pour pouvoir monter des projets soit au sein du groupe
associatifs, soit même interassociatifs, comme par exemple on le fait chaque début d'année avec au moment du VAM et du concert de pré-rentrée. À côté de ça, on a certaines choses qu'on tient vraiment à défendre et qu'on veut maintenir et qu'on ira porter en fait tout simplement, c'est une vraie sécurisation de ce campus. Alors sécurisation, effectivement, ça a déjà été évoqué, ça passe par de l'éclairage, ça passe par un aspect matériel, mais ça passe aussi par une meilleure communication de l'institution qu'est l'université envers les différents publics. Ça peut passer par exemple par des systèmes de formation obligatoires pour tous les publics, ce genre de choses, contre le harcèlement, contre les agressions et ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qui nous semble vraiment nécessaire et qui nous semble nécessaire de manière, je dirais, systématique. À côté de ça, encore, excusez-moi, à côté de ça, on souhaite aussi une meilleure prise en compte, entre guillemets, des différentes attentes des différents publics. C'est-à-dire qu'on souhaite que ce soit usagers ou alors personnel aussi bien BIATS que enseignants et enseignants-chercheurs, puissent avoir tout simplement une envie de vivre sur ce campus, et vivre pas forcément dans le sens y passer des nuits entières et ce genre de choses, mais par contre vraiment avoir le plaisir d'y venir et le plaisir de s'y retrouver. Donc nous souhaitons vraiment qu'une meilleure concertation, je dirais, soit mise en place dans cette optique-là. Voilà, merci. Monsieur Lutz. Tout d'abord, j'ai pas pu répondre tout à l'heure à la question sur la professionnalisation, donc je vais y répondre maintenant. Et non, ce qui fonctionne pas, c'est la démocratie à l'université, peut-être aussi. J'entendais à côté de moi tout à l'heure qu'il fallait... Excusez-moi, si vous voulez juste être bref sur cette réponse, s'il vous plaît, parce qu'on est à 20 minutes de la fin. Répondrai à la question comme j'avais prévu de le faire au début. J'entendais à côté de moi qu'il fallait s'adapter à l'environnement dans lequel on doit être préparé pour le marché du travail. Cet environnement à l'université, c'est un étudiant sur 2 qui travaille pour étudier, c'est un étudiant sur 5 qui tente de se suicider. C'est une université où, oui, on connaît des violences sexistes et sexuelles. Mais pourquoi ? Parce qu'on nous prépare l'université, comme disaient tout à l'heure mes collègues, l'université prépare au monde du travail. Et c'est un monde du travail, une société patriarcale dans laquelle les femmes subissent des violences sexistes et sexuelles. Et que cette université nous prépare à tout ça. De la même manière que l'université prépare à toute une société dans laquelle le climat est raciste. Où le climat est islamophobe. Durant la polémique sur l'islamophobie, des étudiantes voilées ont été virées de leurs cours. Et c'est à tout ça que cette société nous prépare. Et en outre, la réforme du CAPES nous prépare aussi à tout ça. À savoir que si on veut nous professionnaliser, nous préparer à ce marché du travail, la réforme du CAPES réduira les contenus disciplinaires à 30% pour faire ensuite apprendre à être un bon fonctionnaire de l'État, pouvoir bien enseigner les valeurs de la République et remplir de contenus dont, quand on est étudiant, on se fout totalement, comme le PPE, e-campus et tout ce genre de choses. Et qu'en fait, les contenus disciplinaires réels vont être diminués. Et c'est à tout ça que nous prépare cette université en général, et que dans une société où les travailleurs sont exploités, nous, étudiants, je pense qu'en tant que jeunes, on doit refuser de devenir les dirigeants d'une société d'exploitation et donc refuser le modèle d'une université dans laquelle on veut nous professionnaliser. Ensuite, sur donc la question, l'association des personnels et étudiants, à mon avis, c'est bien la base de ceux qui font l'université qui doivent pouvoir remplir les conseils d'administration, les instances de l'université, ceux qui font vivre cette université, à savoir les étudiants, les personnels, les professeurs dans leur ensemble. Et pour ça, déjà nous on revendique le retrait immédiat de tous les représentants privés qui sont élus au CA et qui ne servent que leurs intérêts et pas ceux de la majorité de ceux qui font cette université. Ensuite, on parlait du CVEC, de la CVEC.
cet argent, à mon avis, il devrait servir, encore une fois, à la majorité des intérêts des étudiants et des personnels et des profs, à savoir qu'en fait, cette CVEC à Bordeaux-Montaigne a été utilisée pour payer une sécurité privée lors des blocages contre la réforme des retraites. Et que ça, il faut le dénoncer, il faut le savoir et le dénoncer. Ensuite, contre la précarisation générale qui touche l'université, les étudiants et les personnels, nous on revendique la titularisation de tous les personnels, la titularisation de tous les contrats précaires, des contractuels, et qu'en fait, les intérêts des travailleurs de cette université sont les mêmes que les intérêts des étudiants précaires. Et ensuite, concernant les étudiants directement, on revendique un revenu étudiant à hauteur du SMIC qui permette à chacun de pouvoir se loger, se nourrir décemment quand il étudie. Et donc pour conclure, j'entendais aussi tout à l'heure qu'il n'y a plus assez de budget dans l'État pour financer l'université. Or, le gouvernement finance l'université. Par contre, il finance son modèle d'université. C'est une université privée qui ne sera réservée qu'à une élite sélectionnée de plus en plus. Et en général, en fait, on doit pouvoir se battre pour que l'État finance une université publique. Et parce qu'en fait, c'est en général, avec toutes les réformes qui sont en cours, la réforme du CAPES, de la LPPR, la réforme des retraites, c'est un projet de société qui est financé, pas que l'université, c'est un projet de société qui est en train de détruire tous nos acquis sociaux et que l'argent, il y est, il reste juste à le récupérer et pouvoir financer dans nos intérêts l'université publique qu'on défend. Merci. Je suis désolé madame, monsieur Baudry aurait dû vous appeler pour intervenir, donc ne l'ayant pas fait, je ne peux pas vous laisser la parole, d'autant plus qu'il ne reste que 25 minutes pour prendre un maximum de questions. Donc on va pouvoir prendre 2 questions encore. J'aimerais juste qu'on puisse pouvoir, avec ces 25 minutes, répondre à 2 questions. Donc si vous voulez bien être relativement bref sur vos réponses. Et il y avait une dame, je suis désolé, il y a une dame qui s'est présentée tout à l'heure et je prends sa question, elle est là. Elle s'est manifestée depuis un moment, donc je peux pas. Je lui ai dit que je lui passerai la parole. Donc. Oui, bonjour, Béatrice Collignon du département de géographie. Je voulais revenir sur la question de la gouvernance de l'université. Ce qui a été discuté à propos de ce qui s'est passé entre la commission de la recherche, le conseil de l'école doctorale sur les contrats doctoraux est à mon sens exemplaire de dysfonctionnement en termes de réflexion commune et de capacité pour les conseils à vraiment représenter ceux qu'ils représentent, ceux qui les ont élus. Et donc je voulais poser la question, et là c'est plutôt pour les 3 qui demandent à être des collègues enseignants-chercheurs qui demandent à diriger cette université, comment est-ce qu'ils comptent s'y prendre pour organiser cela, sachant qu'on ne peut pas être en assemblée générale tous les jours, évidemment, parce qu'on a aussi de la recherche et de l'enseignement à faire. Merci. On va retourner un petit peu le tour de parole pour vous entendre un peu plus les étudiants qui représentent. Donc on va passer par Monsieur Lutz pour commencer à répondre, si vous avez une réponse à donner à cette... Les étudiants n'ont pas eu beaucoup de temps de parole, malgré tout. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ou pas? Non? Très bien. Bah alors, on va commencer par Monsieur Baudry. Alors, la gouvernance. On ne s'est pas appelé Montaigne en partage par hasard. C'est-à-dire, l'idée, c'est de partager des connaissances, des idées, des expériences. Et de fluidifier en quelque sorte l'information. Il ne suffit pas qu'elle circule, il faut qu'elle soit partagée pour que les décisions qui soient prises soient comprises de tous, pour que le sens qui est donné à notre université soit, je me répète, partagé. Concrètement, cela signifie quoi? Ça signifie qu'il faut décloisonner les différentes instances, que lorsque des décisions sont prises à l'intérieur, par exemple, d'une commission recherche, un émissaire soit accueilli en quelque sorte de cette commission, par exemple au CA, pour que le sens des discussions qui ont eu lieu, les prises de position des uns et des autres, et finalement la décision qui aura été majoritaire, soit expliquée.
voyez, c'est ça l'enjeu. Fluidifier, c'est rendre aussi plus poreuses les frontières entre les différentes composantes de cette université, les UFR, sans oublier le DEF, sans oublier bien entendu l'IUT, l'IJBA, mettre en lien les intérêts, les expériences, les compétences. L'idée est surtout aussi que une équipe présidentielle ne s'isole pas dans son propre cercle, qu'elle soit à même d'entendre ce qui est vécu par les uns et les autres dans les différents services, qu'il y ait une véritable écoute des besoins, des attentes, des inquiétudes, des difficultés. Au sujet de grands dossiers que l'on pourra rencontrer, que l'équipe présidentielle, quelle qu'elle soit, aura à traiter, il me semble très important que, avant toute décision et avant toute tenue d'un CA où les choses seraient décidées, on organise sous des formes qu'il faudra mettre au point eh bien, des réunions qui permettent, dans un premier temps, et à distance de l'objectif d'une décision trop vite prise, de prendre connaissance de l'ampleur du dossier, de ses enjeux, des bénéfices qu'on peut trouver, du sens que l'on aurait à donner à une décision qu'on pourrait prendre de manière collective. Alors on peut imaginer, je ne sais moi, des assises, comme ici par exemple, il y a une réunion publique, c'est important. Il ne faut pas non plus, bien sûr, que l'affaire tourne à la grand-messe, comme certains peuvent dire de manière ironique. Évidemment, si c'est le président qui parle pendant 3/4 d'heure et qui endort la salle en demandant ensuite s'il y a des questions, ça ne va pas être très efficace. Donc on peut imaginer que ce soit plus sous forme d'atelier, que ce soit inscrit dans une durée, qu'on prenne le temps, en quelque sorte, des décisions qui seront prises sur des très grands dossiers. Est-ce que l'on veut aller dans ce sens-ci? Est-ce qu'on veut aller dans ce sens-là? Est-ce que l'on priorise en effet le plurilinguisme et la francophonie? Est-ce que l'on veut défendre le campus des métiers? Quels sont les enjeux? Quelles sont les configurations? Encore une fois, quels sont les éventuels dangers que l'on peut courir? Quels sont les bénéfices? Quel regard aussi peut-on attendre des tutelles qui, sans attendre elles-mêmes les évaluations du HERS, nous regardent en quelque sorte, et apprécie la manière dont on s'organise. Donc la question de la gouvernance, c'est aussi la qualité de l'organisation, n'est-ce pas, dont on peut témoigner et qui est gage en quelque sorte d'un sens et d'une cohérence de nos actions, de nos activités, de nos projets. Voilà pour moi l'enjeu de cette gouvernance. Nous sommes en train de réfléchir à un organigramme. Il n'est pas encore décidé. Il se décide au fur et à mesure que nous faisons des rencontres avec des services, avec des composantes, avec des UFR, et que l'on entend qu'il y a des besoins de fluidification de l'information, de prise de décision plus collective, de concertation mieux agencée. N'est-ce pas ? Donc nous sommes en train de réfléchir à cet organigramme qui devra refléter l'intention qui est la nôtre d'une gouvernance partagée. Monsieur Larrey. Alors, pardon, nous ne nous appelons pas Montaigne autrement non plus par hasard, mais je vais laisser la parole à notre candidat à la vice-présidence OCA, Nicolas Champ, et pendant qu'il monte sur scène, juste deux mots. Vraiment redonner son sens plein au bottom-up, je devrais dire son sens même français, alors il faudrait que je le traduise, mais en tout cas à la prise de décision montante, consultation large pour une prise de décision éclairée, et puis au principe de subsidiarité de la prise de décision, mais je laisse Nicolas Champ développer. Développer en étant relativement bref, s'il vous plaît. Bien sûr, le temps s'écoule et il faut être bref. Donc, premier principe large, c'est le principe de la transparence sur toutes les prises de décision. Transparence notamment pour les campagnes d'emploi, BIATS, enseignants-chercheurs titulaires et non titulaires, et sur le principe effectivement de la montée des besoins et pas de besoins qui descendent de la présidence, de postes imposés par l'équipe
dirigeantes. Donc partir vraiment des besoins de la base pour définir quels sont les besoins d'enseignants-chercheurs et de BIATS. Subsidiarité également sur beaucoup de dossiers. Donner confiance aux composantes, laisser une autonomie aux composantes sur les décisions qui peuvent relever exclusivement des composantes et qui n'ont pas besoin de remonter jusqu'à l'équipe centrale afin d'alléger les procédures et raccourcir les procédures sur beaucoup de dossiers, notamment enseignement, pour l'accueil de nos étudiants, notamment pour les fameuses procédures dérogatoires pour les étudiants en situation d'urgence qui cherchent des formations à la fin de l'été. Donc subsidiarité. Associer tous les acteurs à la prise de décision, en particulier pour l'offre de formation. Associer les BIATS à la préparation de l'offre de formation pour vérifier sa soutenabilité technique, notamment lors des fabrications de l'offre de formation, sur les évaluations, sur la construction des yeux, voire les problèmes techniques que cela peut poser en amont et en aval pour la fabrication de l'offre de formation. Associer plus largement les comités de direction, directeurs d'unités de recherche et directeurs d'unités de formation et de recherche à la prise de décision, et également faire descendre les informations à tous les échelons qui sont partie prenante à la prise de décision. Donc associer les directeurs de département plus systématiquement à toutes les décisions qui relèvent également des départements, mais également responsables de formation lors de la préparation de l'offre de formation, lorsqu'on met en place de nouveaux dispositifs, les associer pleinement et qu'ils ne soient pas avertis au dernier moment. Voilà quelques principes, donc subsidiarité et transparence dans la prise de décision, dans la diffusion des informations bien en amont des conseils qui décident, histoire que tous les acteurs qui soient concernés par la prise de décision puissent faire remonter leurs besoins, leurs inquiétudes face aux décisions qui seront prises et que les décisions ne soient pas découvertes une fois qu'elles soient prises. Voilà. Monsieur Champ, Monsieur Coste. Oui, transparence, concertation, échange, collaboration, je dirais, nous sommes tous d'accord sur les principes. Belles paroles qu'il faut ensuite réaliser au cours du mandat. Le débat a été lancé à propos de la décision de la commission de la recherche, découverte un petit peu comme ça par surprise par l'école doctorale. Beaucoup de gens savent ici que je n'ai jamais été un soutien inconditionnel de la présidence actuelle. Mais en l'occurrence, je ne jetterai pas la pierre. Parce que quand on agit, quand on est aux responsabilités, il y a certes le besoin de se concerter, de se réunir, mais il y a aussi, vous le savez, chers collègues, toutes les informations qui arrivent parfois des tutelles très tardivement. Il y a des délais à respecter. On est souvent pris par l'urgence. Et donc, comment concilier parfois l'urgence, qui est notre quotidien, avec la nécessaire concertation? Comment disposer, par exemple, lorsqu'il y a un comité technique, lorsqu'il y a un conseil, de compte rendu, de documents, non pas à la veille, mais quelques jours auparavant, de manière à pouvoir bien préparer le travail. Eh bien, cela revient à la question des moyens. Si nous disposions notamment d'un plus grand nombre de personnel administratif sur ces questions, peut-être disposerions-nous de documents plus rapidement. Et comme ça, nous pourrions mieux travailler, prévoir un temps de concertation. Et donc, ça rejoint le problème des moyens. C'est pour ça que le maître mot, nous, de notre action, c'est de dire il faut absolument trouver de nouveaux moyens en renforçant nos liens avec le milieu économique, les associations, les ONG, les entreprises de notre tissu régional, parce que nous ne pourrons rien faire sans avoir davantage de moyens, et ces moyens, ils ne viendront pas de la dotation de l'État. Donc, concertation, transparence, oui, mais ça ne pourra se réaliser que si nous disposons de moyens supplémentaires. Merci. Il y avait une question ici, je suis désolé, ça va être la dernière. Il y a une question... Excusez-moi, on est un peu perdu. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui ont levé le bras depuis un petit moment, donc je suis obligé de les prendre dans l'ordre. Allez-y, monsieur. Est-ce qu'on a un micro pour monsieur ?
Bonjour, moi j'ai une question à poser à messieurs Coste, Larrey et Baudry. Ça sera à propos d'e-campus, parce qu'aujourd'hui, quelle que soit notre filière, on a tous plus ou moins des exercices numériques et qui deviennent de plus en plus importants, que ce soit les compétences numériques, les jeux langues, la recherche documentaire, le PPE, enfin bref, il y a plein de choses. Alors, déjà de base, il y a des dysfonctionnements importants sur la plateforme. Et deuxièmement, pour mon cas, et je ne suis pas la seule dans ce cas, c'est que j'ai un handicap. Et vu que la plateforme, c'est la même pour tout le monde, ce n'est pas pris en compte. Donc, alors que je dispose d'un tiers-temps, je n'ai pas ça sur eCampus. Alors que je dispose d'aménagement d'examen sur l'adaptation du sujet, j'ai pas ça non plus. Donc s'il y a une photo, je me démerde parce que je vois que dalle. Les textes, je peux pas les zoomer. Enfin bref, il y a plein de problèmes comme ça par rapport aux étudiants handicapés sur la plateforme eCampus, en plus des problèmes généraux. Donc moi j'ai deux questions à vous poser. Dans un premier temps déjà, est-ce qu'on tend vers une numérisation de l'enseignement alors même qu'on est inscrit en tant qu'étudiant en présentiel? Et deuxièmement, comment vous envisagez la politique vis-à-vis des problématiques du handicap, que ce soit sur eCampus, mais aussi par exemple pour l'organisation des examens terminaux, donc les partiels, mais aussi sur la vie sur le campus en général? Merci. La question s'adresse donc à M. Baudry, Larrey et Coste. M. Baudry, si vous voulez bien être relativement bref pour qu'on puisse prendre une personnellement, je question serai très bref puisque je passe la parole à Karine Sion-Jenkins. Être bref, ce n'est pas considérer la question comme inintéressante, bien sûr. Je vais être brève. Donc, Karine Sion-Jenkins, candidate à la VP-CFVU. Je vais vous répondre sur cette question qui concerne en effet les étudiants et les personnes en situation de handicap, mais peut-être pas seulement, parce que nous avons aussi d'autres publics qui sont empêchés pour venir sur le campus, mais je vais focaliser effectivement sur le cas précis que vous avez évoqué. Et la question porte sur une façon plus inclusive, finalement, de traiter la question du handicap, à la fois en ce qui concerne l'organisation de la vie sur le campus, l'accès à nos enseignements. Il me semble qu'il faut de toute façon une réflexion globale, mais qui intègre aussi chaque situation particulière pour trouver des solutions individuelles dans le cas où cela se présente pour chaque situation de handicap. Cela concerne les questions de circulation. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été évoqué à propos de l'OP Campus et la remise, l'accessibilité sur le nouveau campus. Il y a aussi toute la question de l'aménagement. Il me semble indispensable, c'est l'engagement de Montaigne en partage, que nous partageons la mise en place de ce nouveau campus entre les différents acteurs, une équipe présidentielle, les services, mais aussi les personnes en situation de handicap, afin de pouvoir prendre les bonnes décisions. Cela vaut aussi pour les améliorations à faire. Vous les avez évoquées, nous les avons tous expérimentées sur eCampus, où effectivement les choses ne sont pas parfaites. Il y a des problèmes techniques qu'il faut résoudre, et donc à ce propos-là, il serait en effet, à mon avis, très utile d'avoir une commission mixte entre les acteurs chargés plus ou moins de toute façon de la mise en place d'e-campus, mais aussi des représentants des personnes en situation de handicap, afin que nous puissions échanger et trouver ensemble des solutions, parce que notre objectif, c'est en effet l'inclusion des étudiants dans ces situations souvent compliquées et leur rendre l'accès à notre université possible. Merci. Merci. Monsieur Larrey. Alors, sur eCampus d'abord. eCampus, c'est un outil. Et si c'est un outil qui aide l'enseignement présentiel, si c'est un outil qui vient en aide pour pallier telle ou telle situation, eh bien, c'est très bien. Si cela prend bien en compte les situations données et surtout bien en compte les spécificités des formations. Mais en tout cas, eCampus n'a pas vocation, pour Montaigne autrement, vraiment, n'a pas vocation à remplacer le présentiel. L'enseignement, c'est d'abord un enseignant ou une enseignante face à des étudiantes et des étudiants dans un même espace. eCampus peut être un outil d'appui. Le numérique en général peut être un outil d'appui, peut fournir des appuis, mais l'innovation pédagogique
n'est pas synonyme d'innovation numérique. Ça, c'est très très important pour Montagne Autrement. Puisque vous le liez à la question du handicap, par exemple, il est très très important que l'enseignement en présentiel, c'est aussi un moyen de lutter contre l'isolement d'un certain nombre de nos étudiants, d'accord, en situation compliquée, soit à cause d'un handicap ou d'autres raisons. Donc c'est vraiment un fondement philosophique de l'enseignement qui est de donner des enseignements en présentiel. Effectivement, il faut une réflexion globale sur la question du handicap et sur l'accueil de nos étudiants en situation de handicap. Il y en a de plus en plus d'étudiants en situation de handicap et c'est une excellente chose. Mais du coup, il faut que nos moyens d'accompagner ces étudiants suivent. À l'échelle de l'UFR, par exemple, que je dirige, on a commencé, et avec les collègues du Pôle Handicap, qui font un travail de plus en plus grand, avec également les moyens, les peu de moyens qu'elles ont, nous avons commencé cette réflexion pour améliorer l'accueil des étudiants en situation de handicap. Nous croyons à Montagne Autrement qu'il est nécessaire qu'une université comme la nôtre se dote d'une chargée de mission sur le handicap pour piloter cette question qui est transversale et qui effectivement doit se penser dans la globalité et surtout là aussi en parlant aux personnes concernées. Voilà, bon, je m'arrête là pour être bref. Monsieur Coste, merci. Monsieur Larrey. Monsieur Coste. Oui, donc nous disposons dans notre université d'un pôle handicap tout à fait remarquable, avec lequel j'ai l'occasion de travailler depuis de nombreuses années. Nous avons aussi un service numérique tout à fait important, mais il faut les renforcer. Alors, bien sûr, j'en reviens toujours à la question des moyens. En disposant de davantage de moyens, nous pourrons avoir des services encore plus performants. Alors, en ce qui concerne les étudiants par rapport, je dirais, à l'accès, n'est-ce pas, à eCampus. Bien évidemment, oui, je rejoins tout à fait ce que disaient mes collègues. Bon, parmi vous, je vois un certain nombre de mes étudiants. Donc, comme beaucoup d'étudiants, n'est-ce pas, j'apprécie beaucoup le présentiel, le contact du cours d'amphi ou des travaux dirigés. Mais effectivement, en ce qui me concerne, c'est vrai que systématiquement, en TD ou en cours magistral, j'ai toujours un support complémentaire que je mets sur eCampus parce que il y a un certain nombre d'étudiants qui peuvent ne pas assister ou qui ont un problème ponctuel. Donc ça, c'est important. Mais ça ressort aussi, je dirais, de la liberté pédagogique parce que, bien évidemment, certains enseignants vont être, je dirais, plus à l'aise vis-à-vis de l'enseignement numérique et d'autres vont y être réfractaires. Donc je pense que on peut progresser, mais ça ne peut se faire que si l'on est convaincant, si on met en place peut-être des structures de concertation avec les étudiants. Mais voilà, je suis quand même attaché aussi à la liberté pédagogique. Les enseignants qui sont à l'aise avec le numérique, avec les nouvelles technologies, oui, il faut renforcer notre outil dans ce domaine, mais voilà, il doit y avoir quand même toujours, vis-à-vis de nos collègues, ce souci de défendre la liberté pédagogique et l'autonomie de son enseignant. Très bien, je suis désolé, on n'aura pas l'occasion de prendre une dernière question. Il est bientôt midi, il est 58. Donc merci, et c'est vrai que tout le monde n'a pas eu le même temps de parole, on a essayé de faire en mieux. En tout cas, merci d'avoir assisté à cette réunion, et merci aux candidats d'avoir répondu aux questions, et merci à la présidence d'avoir fait confiance pour animer cette rencontre.